Chers amis internautes, bonsoir et merci de nous retrouver sur le deuxième numéro de Dimanche Tout est permis. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Constantin Amoussou pour faire le tour de l'actualité socio-politique. Et en studio pour animer cette émission, je suis avec Chikrit Chide. Chikrit, bonsoir. Bonsoir à vous, Koshimo Mbadji. Constantin Amoussou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Constantin Amoussou, merci d'être venu répondre en direct à nos questions sur les antennes de Bénin Web TV pour le bonheur de tous ces internautes qui nous regardent actuellement même. Vous êtes un écrivain, vous êtes aussi acteur politique. On peut le dire pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas que vous êtes l'un des cadres béninois dont la verve et la rhétorique ne font vraiment aucun défaut. Merci d'être là. Vous êtes ancien porte-parole, si je ne me trompe, du pôle unifié des jeunes de l'opposition, après ancien membre aussi du parti USL. Et actuellement, vous avez fait vous avez rebroussé chemin sur le plan politique. Vous êtes maintenant aux côtés de la rupture, on peut le dire ainsi. Pourquoi avez-vous fait ces choix-là? Le choix de revenir dans la barque Nouveau Départ. Merci bien, c'est un plaisir d'être ici. Je salue nos téléspectateurs, je dois dire plus exactement les internautes. Alors pour moi, c'est un plaisir d'être ici en votre compagnie, d'être en leur compagnie ce dimanche. Je suis revenu à la maison, je dis, comme on peut dire, un peu formulé autrement, retour à la case Nouveau Départ. Tout à fait. Parce que cette maison, pour ainsi dire, était déjà la mienne dès le départ. Cela n'est pas une raison suffisante pour y revenir. Mais elle était la mienne dès le départ, il faut se le rappeler. Non pas tout directement, parce que vous vous souviendrez que j'étais l'un des soutiens et compagnons de premier plan de Pascal Irénée Koupaki. Oui. Et nous avons fait un chemin, un beau chemin, un long chemin, un chemin assez apprécié de nos compatriotes. Et nous avons battu une campagne qui, de l'avis de tous, fut une belle et sans doute l'une des meilleures campagnes de candidats aux élections présidentielles de notre pays. Puis, il est arrivé dans l'entre-deux tours que nous n'ayons pas été qualifiés et qu'alors nous avions pris le pari, et comme nous l'avions déjà arrêté dans un protocole d'accord avant le premier tour des élections, de soutenir celui d'entre les candidats de la coalition de rupture arriverait au second tour. Ce candidat s'appelait Patrice Talon et désormais, il n'est plus qu'un candidat, il est le président de la République. Alors, entre 2016 et 2020, il y a eu un moment quand même de rupture. Un moment de rupture entre ma personne, ma vision, ma perception des choses de la vie publique et des choix qui ont été faits par le gouvernement. Et comme j'ai trop peu souvent eu ma langue dans ma poche, je me suis exprimé de façon vive, publique. Évidemment, vous avez dénoncé des choses très graves à l'époque. Vous avez même parlé de conflits au sommet de l'État, de corruption aggravée, etc., etc. Vous étiez presque une inquiétude pour les journalistes qui vous recevaient sur le plateau. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a changé, tout ce que vous dénonciez? Ce qui reste essentiel dans le choix que j'ai opéré, c'est la lecture de façon croisée des faits, des événements politiques, des faits sociaux, et surtout une lecture rétrospective. Une lecture rétrospective. Parce que dans la lecture rétrospective, il y a l'intelligence des faits. L'intelligence des faits ne se saisit pas toujours de façon spontanée. L'intelligence des faits, c'est parfois, non pas dans l'instant qu'il faut l'apercevoir, c'est bien souvent à tête reposée en comparant les éléments, en comparant un mandat à un autre et en comparant des faits les uns aux autres, des résultats les uns aux autres, des bilans les uns aux autres. Oui. Mon choix de revenir à la rupture n'est pas soutenu par l'idée que tout ce temps, je me sois trompé dans tout ce que j'ai pu relever et d'être satisfaisant. J'ai dit pas tout. Que mon retour, je reviendrai progressivement. Il faut bien que je sois dans le rythme. Si je mélange, je risque de ne pas être en mesure de répondre de façon convenable à votre questionnement. Et donc, ce choix pour moi de revenir était le résultat d'analyses de faits politiques, sociaux, culturels, économiques, de comparaison de bilans, de situations, de lecture dans le camp politique auquel j'ai appartenu dans la période, disons, de divorce avec la rupture.
Et j'étais arrivé à la conclusion, au regard de cela, qu'il y avait beaucoup de choses qui méritaient d'être améliorées, qui méritent toujours d'être améliorées. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Est-ce que, Constantin Mousso, décider... oui, si tout ce que vous aviez dit n'était pas faux, ou tout ce que vous avez dit n'était peut-être pas vrai, est-ce que vous dites aujourd'hui que vous vous étiez peut-être trompé sur la personne de Patrice Talon ou sur son système? La question, globalement, n'est pas une question de personne. Il ne s'agit pas de Patrice Talon. Il s'agit d'un système, alors. Il s'agit de la gouvernance. Oui. Il s'agit des choix qui ont été faits. Oui. Personnellement, il y a des choix que je n'aurais pas faits. Personnellement, il y a des choix que je n'aurais pas faits en 2016, 2017, 2018, 2019. Et je peux vous dire, le chef de l'État, la dernière fois à Kaourou, a présenté des excuses. Il a demandé pardon à nos compatriotes, etc. Et tout. Cela veut dire que lui-même n'était pas forcément en accord avec tout ce qui s'est fait, qu'il n'était pas satisfait de tout ce qui s'est fait. Pourquoi devrais-je plus royaliste que le roi pour être d'accord à 200% alors que lui-même peut-être n'est d'accord, n'est satisfait qu'à 80-75%. Donc là-dessus, vous conviendrez que si j'ai fait le bilan, si j'ai fait le choix et qu'alors que nous avançons vers, disons, le dernier le rentre final, oui, j'ai décidé de revenir dans le navire Nouveau Départ, c'est que j'ai estimé que les choses qui ont été faites de bonnes prennent le dessus sur celles qui sont mauvaises. Ce n'est pas suite à des accords, à des deals peut-être avec l'un ou l'autre des acteurs du système. Moi, je parle sans tabou. Je pense oui, sans tabou. Justement, nous sommes sur une émission de pertinence. On a appris que votre départ se serait justifié par le fait que, bon, vous attendiez des choses qui ne sont pas venues. Est-ce que finalement, vous avez eu ces choses-là? C'est ce qui a fait que vous avez décidé de revenir. Ah, oui, j'ai entendu ce genre de discours, puis j'ai beaucoup souri. Je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai banalement plus de 25 ans d'activisme politique. Ou alors plutôt presque. Parce que je peux dire plus exactement que j'ai commencé mon activisme politique à l'âge de 16 ans, alors que j'étais au collège et que le président Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou se représentait, que dans la vue, la perception des jeunes gens que nous étions, il n'était pas utile et pas bon pour notre pays de voir le régime qui a symbolisé à notre regard la dictature, qui a symbolisé la tyrannie, qui a symbolisé la torture, reviennent aux affaires. Oui. Et c'est ce jeune garçon de 16 ans qui s'est engagé publiquement au collège, pouvant passer de classe en classe alors qu'il n'avait pas là de voter, pour mobiliser, y compris des gens d'année supérieure, c'est-à-dire seconde ou terminale, et tout, pour faire ce choix. Alors, pendant tout ce temps, je n'ai jamais, je veux dire, de 96 jusqu'à 2020, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais assumé aucune fonction politique, surtout pas de nomination, et je n'ai jamais demandé cela. Chaque fois que j'ai été intéressé par une fonction politique, elle a été une fonction électorale. Et je me suis présenté quelques fois des élections, quelques autres fois, j'ai tenté avec un succès de me présenter aux élections, la dernière fois étant en 2019. Et au regard de cela, de mon parcours, l'on peut bien sentir que je ne suis pas une personne obsédée par le pouvoir. Parce que si j'avais été obsédé par des nominations, des titres de nomination, j'aurais su, je ne manque pas de l'intelligence du choix technique. Oui, mais tout le monde a des rêves, des ambitions. Oui, bien sûr. Même si ce ne sont pas des nominations, il y a aussi des intérêts pécuniaires. Bon, on peut ainsi dire. Parce qu'au fond, on sait très bien que la société fonctionne, quoi que l'on puisse dire, de mal de l'argent, et on est bien souvent amené à en dire du mal. Il reste aussi que c'est, comme on dit, le nerf de la guerre, mais pas que de la guerre, c'est le nerf de la vie. Ça innerve toute action, etc. Est-ce que vous êtes revenu au nouveau départ pour de l'argent? Pour moi, il est évident que ça n'a aucun sens, ça n'a pas de lien. Si mais certaines indiscrétions font état de ce qu'après votre retour, vous avez commencé, peut-être miraculeusement, un chantier, peut-être votre maison qui a été... Puisque nous sommes sur une émission, tout est permis. Tout est permis. Que cela soit permis. Oui, mais on se demande, mais parlons de ça. Vous vivez mieux, quoi. Oui, très bien. Est-ce qu'on se trompe en pensant ainsi? La première, je vois que vous êtes bien renseigné à mon sujet. Tout à fait. Je prends du plaisir à échanger sur ce sujet-là. Voyez-vous, ça fait 6 ans que j'ai acquis un terrain à Zogbadière, sur lequel j'ai commencé à ériger
une construction, un bâtiment. Et j'allais petit à petit jusqu'en février 2017 où, alors que le chantier était tout en œuvre et que j'avais du matériau de travail là-dessus, j'ai eu un accident. Au fond, il y a eu des cambrioleurs plutôt exceptionnels qui sont passés chez moi. Oui. Les ayant vus, nous avions... Bref, j'ai dû partir du premier étage, j'ai eu une fracture qui m'a fait rester pendant presque 5 mois au CNHU et subir une opération, etc. Et tout. Avant que je ne revienne, tous les matériaux que j'avais acquis avaient été volés, emportés par certains par les ouvriers, d'autres vendus. D'autres sont restés sur le chantier, étaient ramassés par des personnes qui venaient et qui prétendaient parfois que je les faisais conduire sur le chantier m'appartenant. Pendant des années difficiles que j'ai connues, ayant pris la résolution de combattre ce pouvoir et surtout, ayant compris souvent quand j'ai pris la résolution de combattre un pouvoir, de ne pas avoir la principale activité dans laquelle j'ai fonctionné, je dirigeais une agence de communication. Et je suis plus porté vers la communication politique. J'ai considéré que je ne pouvais pas faire de la communication politique pour un pouvoir dont je ne partageais plus du tout l'orientation. Oui. Dans le même temps, vous savez très bien qu'à l'opposition, il n'y a souvent pas de moyens pour quoi que ce soit d'autre. Et de toute façon, je n'ai été Vous voulez dire que l'opposition au Bénin, il n'y a pas d'agent dedans? Je veux dire, bien souvent, l'opposition n'est en tout cas pas la maison la plus nourricière en termes d'opportunités de marché. Quand vous êtes avec un pouvoir, les ministères, les directions générales, c'est plein de choses. D'ailleurs, j'étais, disons, dans la direction de la communication, pas directement, mais relié à la direction de la communication de la présidence, quand j'ai eu ma démission en partant, janvier, février 2017. Et donc, quand j'ai commencé tout cela, je me suis dit, la meilleure des choses à faire, c'est de ne plus exercer. De ne plus exercer. Comme ça, je ne risque pas d'exercer en n'étant pas d'accord. Donc, je ne risque pas de chanter la gloire d'un régime avec lequel je n'étais plus d'accord. Et je ne risque pas d'exister dans l'opposition comme un acteur qui vient à l'opposition pour chercher des opportunités, pour dire, monsieur, tant donner des marchés de communication. Voilà, et tout. Donc, je me suis refocalisé sur une activité que je mène discrètement, qui n'a rien à voir avec la politique et qui a tout à voir avec le quotidien. On ne peut pas savoir. Si vous voulez savoir, moi, je suis un paysan, et tout. Mais je suis plus exactement un éleveur. Donc, c'est ça qui vous permet de faire... Alors, je reviens progressivement à votre... Je reviens progressivement. Donc, de 2015, commencé en 2015. De 2015 à ce jour, je n'ai jamais arrêté de poser des briques, l'une après l'autre, jusqu'à ce jour, y compris quand j'étais en clandestinité. Alors, quand vous évoquez ce sujet, ça m'amuse parce que le jour où je coulais ma dalle, c'est peut-être il y a 4-5 mois, pour un chantier, un petit chantier de tout point de vue, en tout cas, vu par moi-même. D'ailleurs, j'ai mis 7 mois pour préparer la dalle, c'est-à-dire 7 mois pour installer. On sait très bien qu'une dalle, on la prépare peut-être en 2 semaines et puis on la coule. Oui. J'ai mis 7 mois pour le faire. Oui. Et le jour où je coulais la dalle, j'ai reçu un coup de fil d'un ami à moi, un ancien député qui est maintenant secrétaire général d'ailleurs administratif adjoint au Parlement, qui m'appelle et dit, mais Constantin, il dit oui, mais toi et moi, avec tout ce que nous avons en partage, je me connais fort bien. Il dit, mais toi, tu as pris 2 milliards chez Talon et tu ne m'as rien donné du tout là-dedans. Puis j'ai beaucoup rigolé. Et alors, j'ai dit, ben, oui, c'est vrai. Et, en fait, je ne t'en ai pas donné parce que j'ai considéré que toi-même, tu étais à l'abri de besoin, etc. Et tout. Nous avons rigolé. Et quelques instants après, il me faisait comprendre qu'il était avec un ami à lui, qui le disait qu'il était très sûr que j'ai pris 2 milliards chez Patrice Talon. C'est vrai ou pas? Et j'ai pu penser que si j'ai pu prendre 2 milliards, il faut considérer que je le méritais, n'est-ce pas? Oui, donc, alors, il faut aller progressivement. Donc, alors, c'est vrai, alors. Je veux dire que c'est d'autant vrai, oui. C'est d'autant vrai que ce petit chantier qui ne peut pas coûter 50 millions n'est toujours pas terminé. Mais je suis arrivé vous avez peut-être choisi d'investir ailleurs. Justement, que je suis arrivé on connaît peut-être, va dire, le talent, l'intelligence, le génie de Constantin Amoussou, peut-être même sa ruse, pour ne pas tout mettre au même niveau afin d'attirer le regard. C'est tellement vrai que en arrivant ici ce matin, enfin ce soir, cet après-midi, je suis arrivé à Zémédian. Ça aussi, c'est ma ruse, c'est mon intelligence. Et c'est d'autant vrai que, personnellement, il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas relever, qu'un jour, je crois que c'était 2-3 semaines après l'échange que j'ai eu avec mon ami ancien député,
Il envoie quelqu'un me chercher diligemment parce qu'il voulait que je fasse un travail avec lui. La personne vient avec son fils et ensemble, ils viennent... bon, j'étais chez ma mère, j'étais allé manger de la pâte chez ma mère. Le dimanche, ça fait beau d'aller voir sa mère, ses parents, etc. et tout. Et j'ai la chance d'avoir une mère merveilleuse, une très bonne maman, et tout. Très bien. Je prépare de la pâte, tout, mais voilà. Donc, je vais manger de la pâte chez ma maman. Oui. Et puis, bon, il dit, il faut que tu arrives tout de suite. Il dit, bon, moi, je dois manger ma pâte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, j'envoie quelqu'un te chercher. Il dit, d'accord. Et je suis en train de manger de la pâte. On m'appelle, on est extrait. OK, j'indique, ils arrivent jusqu'à l'entrée de la rue de ma mère. Je me lave les mains, je viens les chercher. Je les ramène à l'entrée de la maison. Je vais finir de manger la pâte. Je retourne les voir et on prend place dans le véhicule. On se dirige vers mon ami à Agla. Et c'est en ce moment que il y a le fils de mon ami qui était au volant. Mais le second me dit, écoute, monsieur Amoussou, c'est moi qui ai appris que vous avez pris Tomlia, c'est moi qui ai parlé la dernière fois, machin et tout. Et je l'ai eu dessous tellement sûr. Mais quand je suis arrivé, que j'ai vu votre quotidien, j'ai senti que cela n'a rien à voir et tout. Et pourtant, je ne savais pas que celui qui pense que... Si j'avais su que c'est lui qui venait, j'aurais tout fait pour ressembler à quelqu'un qui a Tomlia. Parce qu'en réalité, aujourd'hui... Pour davantage conforter cette personne dans son idée. Oui, parce que vous croyez... et c'est ma perception des choses aujourd'hui. Il vaut mieux faire envie que de faire pitié. Oui, mais Constantin Amoussou, votre plume, votre langage, votre rhétorique, elle est tellement pointue, telle une épée, que facilement, avec des mots, vous pouvez arriver à blesser quelqu'un. Et on se demande, mais comment un régime, un président de la République peut facilement arriver à bénéficier de votre soutien lorsqu'on vous lit un peu partout. D'ailleurs, j'ai posé la question exprès tout à l'heure en demandant, autrement dit, est-ce que vous saignez la République? Ça vous rappelle peut-être un titre, les seigneurs de la République. Et pour ceux qui nous écoutent, seigneur avec A, autrement dit, saigner quelque chose. Est-ce que lorsque vous êtes écrivain et que vous publiez un tel ouvrage, est-ce que ce livre n'est pas un miroir pour vous qui vous bloque dans un retour en arrière peut-être? Oui, au fond, un homme public, un homme, de façon générale... Parce qu'un écrivain peut difficilement renoncer à ses convictions, non? Un homme, sans doute, c'est une cohérence. Oui. C'est une cohérence. Un homme aussi, c'est une succession de mouvements, de moments, dans sa vie, dans son parcours, dans sa perception. Et il est dit en règle générale, et c'est déjà rentré dans la force proverbiale des choses, que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais sur la vie et sur la question, je veux rappeler une chose. L'ouvrage, plus exactement, c'est La République des Seigneurs. Pardon. Voilà, mais c'est pareil parce que beaucoup se trompent là-dessus. La République des Seigneurs. Et c'est comme vous avez dit... J'ai jeté un coup d'œil sur la première de couverture tout à l'heure avant de démarrer. Et la vérité, c'est qu'à un moment donné, j'ai renoncé au choix final de mettre le livre sur le marché. Non, le livre n'est pas disponible. Il n'est pas disponible sur le marché. Et pour des raisons qui me sont bien connues et qui, peut-être aujourd'hui... Bon, autrement dit, si vous avez la capacité de formater nos cerveaux, nous faire oublier cela, vous l'auriez fait. Oui, non, je le conseille. Aujourd'hui, on n'est plus dans la République des Seigneurs. Non, mais je vais dire ceci. Vous savez, les mots, comme vous avez su le dire, ils sont extrêmement tranchants. Tout à fait. Et j'en ai, parfois, je peux en convenir, moi-même, un usage pas très ménagé. J'aime à dire, et je le pense ainsi, je suis un écrivain violent. Oui. Et c'est vrai que dans la plume, il m'a souvent été donné d'être violent dans le choix des mots. C'est mon arme de combat en réalité. Il m'est souvent arrivé, et d'ailleurs, ce n'est pas déformation professionnelle, hein, je veux dire, peut-être déformation professionnelle, écrivain engagé, mais c'est aussi pas déformation depuis la constitution psychologique de l'enfant que j'étais, parce que j'étais un enfant bagarreur. Alors, si j'avais été un boxeur, si j'avais été un karatéka professionnel, je n'aurais pas souvent, si j'avais été un kaker, j'aurais souvent été un démolisseur. Un démolisseur. Parce que quand j'ai saisi mon arme et que je veux en user,
je ne ménage pas. C'est pour ça qu'on se demande, mais quelle est cette grâce-là qui est arrivée à Patrice Talon d'avoir une telle arme à sa disposition? Ce qui est donc arrivé, il faut rendre hommage à mon ami le maire Lucas Tropo. Bien sûr, on va parler de lui là où où tout le monde avait échoué. C'est d'ailleurs pas sa couverture que vous êtes revenu progressivement. Et beaucoup de personnes ne me l'ont pas pardonné à ce jour. Vous savez, parce qu'avant Lucas Tropo, presque tout le monde avait tenté. Tous ceux qui avaient de bons rapports avec moi, ils pouvaient se dire, oh, Constantin, c'est mon gars. Laissez-moi l'aborder, je vais gérer la situation. On va le ramener. Un jour, un ami député m'avait appelé et il m'a envoyé un message. Constantin, je suis tout. Il me suit sur les réseaux, on était sur beaucoup de forums ensemble. Je suis tout ce qui se passe, je suis tes commentaires, etc. Et tout. Tu es, me disait-il, tu méritais mieux que ce que tu vis, ce que tu as vécu, etc. Et tout. Je veux qu'on se voit pour discuter, pour échanger. Alors, il me donne rendez-vous dans un restaurant de Ganki. On s'y croise et il porte son discours. Il dit, écoute, moi, le chef de l'État, c'est moi qui l'ai mis là. Enfin, c'est une façon de parler, mais je comprends. Il me dit pourquoi c'est lui qui l'a mis là. Je comprends que cela avait un peu de sens. Et il me dit, je le vois une fois par semaine. Et il me dit, écoute, si tu me portes tes réclamations, tes revendications, tes attentes, et je les lui remonte, il est probable que tu aies dessus. Et je voudrais que tu aies de meilleurs sentiments, sachant que c'est un monsieur Ins avec qui tu as travaillé, qui n'avait pas dû bien manager ton talent, etc. Et tout, donc ce n'est pas la faute au chef de l'État. Et quand il finit de dire tout cela, il dit, donc, dis-moi tes attentes et puis on va régler ça. Puis je l'ai regardé, puis je lui ai dit, honorable, il dit oui. Je lui ai dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Et je lui ai dit, écoutez, tout ce que vous avez évoqué n'a rien à voir avec mon engagement. Je suis en désaccord. Il faut le dire de vieille date, je suis un acteur humaniste. Senghor, mais plus exactement que Senghor, Césaire, avant eux, Socrate, et même d'une certaine façon, l'engagement humaniste de Christ ont marqué ma façon de percevoir les choses. Et donc, j'ai toujours été engagé à titre principal pour l'homme. Je l'ai toujours placé au-dessus de toutes choses. J'ai donc considéré que sur des questions, de mon point de vue grave, qui affectaient l'humain, il n'était pas envisageable pour moi de me rallier au pouvoir. Et je peux dire que même jusqu'à la veille de mon ralliement, je pensais qu'il était impossible pour moi de le faire. Et quel a été l'argument fatal que Lucas Tropo a envoyé pour réussir à vous dénicher, bien sûr? Lucas Tropo, c'est un béni de Dieu. Vous savez très bien. Et il a une certaine magie. Magie financière peut-être. Il n'est pas probable que Lucas Tropo fût plus riche que la plupart des gens qui m'ont contacté dans le cadre de mon appel à renouer avec le chef de l'État, le gouvernement. Et j'ai eu des offres de toutes sortes, y compris des offres de nomination. C'est pourquoi je me marie quand des gens disent Constantin attendait une nomination, il précisait même laquelle. Et c'est parce qu'il ne l'a pas eu qu'il est parti de vos côtés. Et d'ailleurs, puisque les gens vous parlent de ce que j'ai un chantier, etc. Tout le reste, bientôt je vous inviterai et vous connaîtrez la maison. Nous allons y manger de la pâte ensemble. Il n'y a pas de problème. J'ai envie d'ailleurs de faire mon mariage. On dira aussi que j'ai pris de l'argent chez Patrice Talon pour me marier, etc. Et tout. Mais tout cela, je l'assume plutôt très bien désormais. Et donc, Luc, un jour, il lit sur les réseaux sociaux un message que j'ai diffusé évoquant la question de la dissolution du gouvernement des jeunes du Bénin. Quand Luc lit ça, Luc qui connaît son vieil ami Constantin, qui ne recule devant rien, etc., et tout se dit, bon, s'il dissout cette machine, qui apparemment, je le crois, hein, je rentre dans sa tête, s'il dissout cette machine, qui apparemment décède le pouvoir, c'est qu'il est en train de vouloir changer de ligne. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour tenter de le prendre. D'accord? Donc il m'appelle. Il me dit, ben, Constantin, est-ce que tu peux passer me voir, etc. et tout. Il dit, d'accord, ok, je vais le voir, c'est mon ami. Je vais à son domicile à Agla. Nous échangeons. Et il dit, Constantin, j'ai vu que tu as dissous le gouvernement des jeunes du Bénin. J'ai estimé que tu es revenu à de meilleurs sentiments. Parce que le GJB était perçu comme une machine de combat contre le pouvoir, ce qui n'est pas sa vocation. Certes, il y a l'acteur Constantin Amoussou, président, avec ses ressentis personnels, avec sa personnalité, son profil physique, psychologique, sa méthode de combat, d'intervention. Qui impacte sur, mais voilà, sur ce oui, mouvement. Ça, voilà. Et donc, sur l'association, et donc, il peut dire, au regard de cela, j'ai considéré que tu es en train de réviser ta perception et je voudrais
te demander, si c'est le cas, de venir. Moi, je souhaiterais que nous travaillions ensemble, parce que je suis candidat aux élections communales ici à Cotonou. Si tout va bien, je pourrais être élu maire et je serais heureux que nous travaillions ensemble. Mais ça, c'est le genre de promesse la plus, disons, la plus banale qu'on peut vous faire. Si ce n'est pas concret, c'est hypothétique. Voilà, hypothétique. Si je suis élu, la liste n'est même pas sortie encore. Ça ne même pas s'il serait candidat, s'il est candidat sur la liste, s'il serait à Cotonou, s'il serait en bonne place, s'il serait élu. Et ensuite, on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Et pour moi, il n'y avait pas d'éléments nouveaux, surtout pas de ce côté-là, parce que les affaires de promesses, j'en avais trop communes. Et il n'y avait surtout pas d'éléments nouveaux sur ma démission, en fait sur la dissolution du GJB. J'avais dissous le gouvernement de Jean du Bénin parce que j'avais découvert des choses qui m'ont inquiété. J'avais toujours pris des précautions, que ce soit dans mes écrits, dans mes prises de parole, pour que même lorsque je suis, comme je me définis, un écrivain violent, un chroniqueur violent, je ne tombe jamais sous le coup de la loi. Donc, en réalité, lorsqu'il a dit ça, ça vous a convaincu? Non, ça ne pouvait pas me convaincre, donc j'arrive. D'accord, oui. Parce qu'on a aussi d'autres sujets d'actualité à aborder. Donc, pour moi, je dissolvais le GJB parce que j'avais découvert des combines qui étaient en cours. Et je subodorais que ces combines devaient aboutir éventuellement à me mettre les bâtons dans les roues, à travers peut-être des situations que je ne maîtriserais pas. Et j'ai considéré qu'il valait mieux couper court en convoquant une assemblée générale et en appelant, en défendant mon point de vue, qui était celui de la dissolution. Parce que j'ai vu que des gens... Pourquoi n'avoir pas démissionné et puis dissoudre? Non, ce n'est pas moi qui dissous, c'est l'AG qui décide. Si les gens avaient rejeté... Oui, moi, en tant que président, c'est moi qui peux convoquer et qui peut présenter l'ordre du jour. Donc là, c'est la dissolution. Et il fallait une majorité qualifiée de 4/5 pour que la dissolution soit validée. Donc, si les 4/5 avaient été contre la dissolution, ça n'aurait pas été dissous. Vous comprenez très bien. Donc, ce n'est pas Constantin qui a dissous. C'est le GJB qui s'est dissous. Après, il s'est d'ailleurs refondé. Et donc, à l'occasion, j'ai défendu mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai battu campagne pour la dissolution qui a été votée de façon majoritaire. Et je l'ai fait pour éviter que des gens utilisent cela pour me créer des ennuis. Donc, j'ai dit cela au maire pour dire donc que mon point de vue sur le pouvoir n'avait pas changé et que les promesses n'étaient pas en état de me faire changer de point de vue. Et je lui ai d'ailleurs dit que la dernière raison pour laquelle je ne pouvais pas être avec lui, c'est que j'étais moi-même candidat. Je me préparais à être candidat aux élections communales. Et nous avions une machine, disais-je, de jeunes de l'opposition. Et c'est avec cette formation politique que j'allais aux élections. En ce moment, j'avais été approché par quelques amis, et les Korogonais, avec qui j'avais eu un parcours commun. J'étais d'ailleurs avec eux au Burkina Faso, à Ouaga, on était ensemble quand ils ont été interpellés à l'aéroport. Et moi-même, j'ai dû passer par voie terrestre pour échapper à une interpellation. Voilà. Et on a dû jouer tout ce que nous avions dû faire. Je ne peux vous le raconter ici, pour qu'ils soient libérés. On a fait bouger le Burkina Faso. On a remis le Burkina Faso comme on remet le cocotier. Et donc, quand ils ont commencé à me courtiser, vous dire il faut qu'on soit ensemble, c'est ton parti, etc. et tout, j'ai demandé à comprendre certaines choses qui tardaient, et puis je leur ai dit, je ne fais pas. Puis ils sont revenus me dire, Constantin, voilà, on a eu une séance, le président et moi, et on a fini par se comprendre, et il dit, mais voilà, il a quelques assurances. Donc, ok, dans ce cas, je m'engage. Donc, j'allais aux élections avec le MPL, le Mouvement Populaire de Libération, et Luc m'a dit, est-ce que tu es sûr que votre parti soit... disons, validé, est-ce que vous allez réussir à mobiliser le nombre de dossiers qu'il faut? Il y a trop de contraintes. J'ai dit, nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Effectivement, nous avons conçu notre dossier, nous l'avons déposé. Malheureusement, nous avions été imprudents. Il y a eu des insuffisances qui se sont retrouvées dans le dossier. Il a eu raison. Voilà, il a eu raison. Alors, en ce moment, je me pose une question. Je me suis posé une question. Je me suis posé la question suivante. Mais voilà, nous avons... j'ai mené toutes les sortes de combats. J'ai été chroniqueur, presse écrite, les ouvrages, le terrain, travail de terrain, le tour du Bénin à moto de façon plutôt périlleuse et tout le reste. Nous avons tenté les élections de 2019. J'ai fait beaucoup de suggestions à mes amis de l'opposition et je me suis dit qu'en ce moment-là, il était nécessaire pour moi, d'ailleurs entre autres parce que j'approchais la quarantaine, de faire un examen de mon parcours politique. Puis je me suis dit une chose,
qu'est-ce qu'un combat politique? Et j'ai répondu de façon franche qu'un combat politique, c'est une épreuve dans laquelle on s'engage avec l'espoir de l'emporter. Ce n'est pas surtout la conviction? Oui, non, c'est la conviction. Mais la conviction, c'est la matière sur laquelle s'assoit le combat. Mais l'objectif poursuivi par le combattant, ce n'est pas de mourir de la conviction, c'est de faire triompher la conviction. De la faire triompher. Faire triompher la conviction, c'est créer, disons, la suite d'événements qui rendent possible l'éclosion de votre rêve. Et on dit, lorsque l'archer rate le milieu de la cible, il n'accuse que lui-même. Il n'accuse pas autrui. C'est lui l'archer, c'est lui qui a tiré. C'est lui qui a visé et qui a tiré. Comment se pouvait-il alors que nous ayons fait tout cela, tout ce temps, et comment s'est-il fait que toutes les fois, nous avons échoué dans les méthodes que nous avions utilisées? Je suis arrivé à la conclusion que l'opposition n'était pas suffisamment organisée, et qu'une chose était d'avoir une raison de lutter, l'autre était d'être assuré, d'être avec les meilleures personnes possibles, d'être en train de faire les meilleures choses possibles pour rendre votre rêve réalisable. En conséquence, je me suis dit, à défaut, et comme on dit en langue nationale chez moi, quand on ne sait plus là où on va, on sait d'où l'on est venu. Je me suis dit, dès cet instant, je dois considérer un propos qui m'avait été tenu par Luc, qui m'a dit, Constantin, même si tu arrives et que tu n'es pas d'accord, comme tu as le droit de ne pas l'être, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison qui est sale. Il prend le balai. S'il dans son coup de balai, il va contribuer à améliorer l'éclat de la maison. Il va enlever les toiles d'araignée, il va nettoyer les vitres, etc. et tout. La maison aura plus d'éclat. Mais s'il sort de sa maison, il reste à la porte et il crie « Oh, quelle sale maison, il ne parviendra à rien faire. C'est pour cela que mon retour à la rupture et dans la maison Nouveau Départ s'est exprimé sous la forme, non pas simplement de venir applaudir tout ce qui se fait, mais de dire il y a des points sur lesquels mon accord, disons, je reste en désaccord. Il y a des points sur lesquels je reste en désaccord. Et vous le leur dites? J'ai dit, oui, bien sûr, quel point par exemple? Public m'extrait et tout, mais j'ai dit que mes désaccords, je ne vais plus les exprimer publiquement désormais. Parce que quand on est avec quelqu'un, si je suis votre frère, si je suis, bon, je prends votre épouse, si votre épouse et vous avez un problème, je ne pense pas que la meilleure façon de résoudre ça, c'est d'appeler une émission et de dire mon époux fait ci, il fait ça, il s'appelle comme ça, il est journaliste, il porte souvent costume bleu, etc. et tout, et il travaille dans une radio, télévision qui est située extra et tout. S'il fait cela, si elle fait cela, vous imaginez qu'au fond, elle était déjà engagée dans la dynamique de la rupture avec vous. Même si elle ne donne pas votre nom, elle aura tout fait pour qu'on sache. Tout à fait. Et donc, j'ai considéré que désormais, ma façon d'être utile, c'est de continuer, de venir à la maison et de dire, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de telle institution, sur telle et telle chose, je ne suis pas en accord. Je voudrais que nous le fassions de telle façon. Puis j'ai pu avoir la garantie que je peux être écouté. Et ça, je peux vous dire que j'ai souvent eu le sentiment quelquefois que ma voix a été entendue. Depuis votre retour, vous avez eu des discussions avec le président personnellement? Oui, bon, vous savez, il y a des choses qui ne méritent pas d'être exposées sur la place publique. Si ça fait partie des secrets d'État. Si donc j'avais eu une discussion avec le chef de l'État et que cela n'a pas fait l'objet d'un public reportage, vous comprendrez que il ne sera pas nécessaire pour moi de l'exposer. J'ai parlé de Luc parce que je l'ai rendu public. Quand j'étais chez lui, vous l'avez vu. Mais pour le chef de l'État, vous n'avez pas jugé utile de... Justement, bien sûr, on vous a aussi vu auprès du président de la Cour constitutionnelle. Mais lorsque vous êtes allé voir Patrice Talon, personne n'a rien su. Je ne vous ai pas dit que j'ai été voir Patrice Talon. Je vous ai dit que si j'avais été le voir... Et peut-être aussi quelques-uns de ses amis qui n'apparaissent pas aussi beaucoup. Vous n'avez pas choisi de le dire. Vous avez dit des gens qui n'apparaissent pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas moi qui l'appartenais de les faire apparaître s'ils n'apparaissent pas. Et donc, vous comprenez que dans le jeu politique, il y a... Donc, on comprend aussi, et surtout, l'on donne à voir et ce que l'on ne donne pas à voir. Voilà, moi, je rencontre tout le monde. On comprend aussi et surtout qu'il y a eu des accords, mais qu'on ne peut pas rendre public non plus. Moi, je vais vous dire des choses. Et ça revient à ma préoccupation initiale de savoir qu'on ne peut pas supporter un régime lorsqu'on s'appelle Constantin Amoussou de façon aussi facile et banale. Justement, les 2 milliards, vous les avez reçus ou pas? Mais je vous ai dit que c'est d'autant vrai que lorsque celui qui a dit ça... Il a été plutôt ironique. C'est d'autant vrai que celui qui me l'a dit... L'apparence est trompeuse. C'est d'autant vrai que celui qui l'a dit, quand il m'a vu, s'est confessé. D'accord. Maintenant, est-ce que oui ou non, vous diriez, maintenant à la face du peuple, qu'on est toujours dans la République des Seigneurs? Oui ou non? Pour qu'on évolue? Non, mais qu'est-ce que vous dites? Si cette perception était demain la mienne sur la gouvernance, vous comprendrez que je ne me serais pas rallié. Il y a des
des sujets que je n'aborderai plus de la même façon parce que ma lecture a évolué là-dessus. Premièrement. Oui. Deuxièmement, il faut observer que je vous ai dit que les choses sur lesquelles je suis en désaccord, si ça existe, et s'il peut en persister quelques-unes, comme je peux le penser, comme je peux l'avouer, ce n'est pas publiquement sur les médias que je viendrai les dire. D'accord. Votre épouse ne ferait pas ça, ne vous ferait pas ça. Votre époux ne vous ferait pas ça. Et donc, pourquoi moi je ferais ça au chef de l'État avec qui je suis censé être retourné? Soit que je suis à la maison, soit que je ne suis pas revenu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous verrez des choses changer positivement. Vous avez vu on est à quelques mois de la fin du mandat. Quand vous voyez les choses changer positivement, sachez que derrière, il y a des gens qui travaillent à cela. D'accord. Alors, finalement, on retient que Constantin est revenu à la maison parce qu'en temps, il a estimé que l'opposition n'était pas bien organisée et qu'il fallait donc qu'il revienne à la maison pour... J'ai décidé de me montrer plus utile à ma République désormais. Est-ce que faire de l'opposition, c'est être inutile? Non, j'ai dit de me montrer autrement utile. Parce qu'en réalité, j'ai toujours été dans le service de l'État. Mais dans le service, comme un acteur qui n'est pas à l'œuvre, donc comme un acteur qui critique, disons comme un penseur de ce qui aurait dû être. D'accord. Et ça, entre autres, parce que j'ai un bon fondement de philosophe, et ça gouverne ma perception de la vie publique, etc. Et tout. D'accord. Après, il vient un moment. Moi, j'ai 40 ans. J'ai l'âge auquel la Constitution dit que vous méritez d'être président de la République. Vous avez des ambitions. À défaut. Vous avez des ambitions. Si j'avais des ambitions, vous m'auriez déjà vu. J'avais des ambitions immédiates. Oui. Mais il n'est pas exclu que ça vienne plus tard ou l'autre, que cela vienne. Et d'ailleurs, si je me suis engagé publiquement, c'est pas des idées à faire valoir en politique. Donc, il sera un temps où je jouerai aux côtés d'hommes qui sont mieux aguerris que moi, comme actuellement le chef de l'État, pour les conduire, pour les soutenir dans la mise en œuvre de leur action. Puis il viendra un autre moment qui est différent, où moi-même je peux estimer que je suis arrivé à l'étape nécessaire pour être l'acteur de premier plan. En ce moment-là, j'aurais été fort, non pas seulement de l'expérience de critique, non pas seulement de l'expérience du chroniqueur, non pas seulement de l'expérience du penseur. J'aurais été aussi heureux de l'expérience de celui qui a mis la main dans le cambouis et dont la couleur de la main porte encore l'indigo de ce qu'il a pu avoir touché, de ce qu'il a pu avoir fait, qui soutiendra, s'il a réussi à mettre la main dans le cambouis, à dire « j'ai mis la main dans le cambouis, mais regardez ma main, elle est encore défendable ». C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le ministre Irénée Koupaki, le directeur de la communication à la présidence du Bénin? Parce que on sait, vous avez été ensemble au niveau donc de la nouvelle conscience. Après, vous êtes parti, vous êtes revenu. C'est vrai, vous êtes revenu pas à la couverture d'une autre personne. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports? C'est deux personnes avec qui je ne parle plus et que je n'ai pas vu depuis que je suis revenu. Pourquoi? Quand je suis arrivé, quand je suis revenu... Vous estimez que ce qu'ils font n'est pas... Non, pas du tout. Deux choses. Pour ce qui concerne Pascal Irénée Koupaki, qui est un homme, un grand homme, qui est un grand travailleur, un grand fonctionnaire de l'État, qui est un homme très organisé, qui est un homme de rigueur et tout le reste, mais qui, comme chaque homme, a aussi ses défauts. Tout à fait. Lorsque je suis revenu à la maison Nouveau Départ, j'ai estimé nécessaire de prendre mon bâton de pèlerin et de reprendre contact avec toutes les personnes qui étaient mes amis et avec lesquelles, en m'engageant dans la voie, disons, de renoncement à cette façon de porter la gouvernance publique, à qui j'avais tourné le dos. Et donc, j'ai décidé de les contacter individuellement. Quand je vous ai dit, lui qui m'a écrit, après, c'est moi-même qui ai écrit à Djogbenou. Après, j'ai touché ce nombre de personnes et puis ça s'est toujours très bien passé. Monsieur Pascal Irénée Koupaki, je lui ai laissé un message comme nous en avions l'habitude. Je lui ai laissé un message. Je n'ai pas eu de retour et j'ai estimé que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout par rapport à ça. Je vous parle sans tabou là-dessus. Bien sûr. Quant à monsieur... Vous avez une idée de pourquoi... Non, je n'ai pas d'idée de ça. D'accord. Vous n'avez pas insisté non plus. Non, je n'ai pas insisté. Parce que j'ai considéré que l'intention valait l'acte. Et que là-dessus, j'ai posé l'acte qu'il fallait poser. Peut-être a-t-il estimé que vous avez été peut-être au-delà de la ligne rouge. Parce qu'il faut le dire, vous l'avez sérieusement taclé en son temps. Moi, je porte un discours
de sincérité. Bien sûr. Un discours de catcheur. Voilà. Et ça, je l'ai fait comme cela. Et M. Pascal Irénée Koupaki s'est retrouvé dans l'imprudence d'avoir semblé soutenir une action qui était orientée contre moi. J'ai choisi des mots. Il a semblé se retrouver en posture d'avoir cautionné une action, et plus précisément une publication qui était orientée contre ma personne. Et vous oubliez, quand nous étions avec Koupaki, on avait l'équipe de communicants, oui. Donc que je dirigeais, que je présidais. J'étais le commandant de l'équipe. Les autres étaient mes soldats. Un homme d'armes, parce que en quelque sorte je me considère comme ça, c'est un homme de grande dignité. J'ai trouvé, m'attaquant, ouvrant le feu sur moi, un de mes soldats, de ceux que j'ai entraînés, de ceux à qui j'ai appris à tirer, etc. Tout. Et comme j'ai eu le sentiment que cela avait été fait avec l'autorisation de notre patron. De la direction de la communication. Donc, par la direction de la communication. Je ne sais pas, c'est qui. Je ne parle pas de ça. D'accord. On va y revenir d'ailleurs parce que... Je parle du sommet. Donc, je parle on parle de Pascal Irénée Koupaki. Et donc, comme j'ai estimé que ça venait de cet endroit-là, j'ai considéré qu'il était nécessaire, non pas de donner un coup à mon soldat. Il est tout frêle à mes yeux. Il faut envoyer le coup dans le cœur de la cible. Alors j'ai envoyé le coup qu'il fallait dans le cœur de la cible. Ça n'a pas raté. Ça a été suffisamment... Vous avez compris, etc. Et tout. Oui. Donc ça a été ressenti et plus jamais on a été tenté de recommencer. Et ça, moi je suis un désarmeur. Là-dessus, c'est une chose que je n'ai pas laissé tomber, mais c'est inné même en ma personne. Si vous ouvrez le feu sur moi, je vous désarme. C'est une réalité. Et bien souvent, je ne tombe pas sous les... Par rapport à la deuxième personne. Quant à Wilfried Léandre Roumbédi, il est juste arrivé que nous n'avons plus, ou peut-être que nous n'avons jamais eu grand-chose en commun, sauf d'avoir été deux anciens hommes de médias, d'avoir quelquefois été ensemble sur des plateaux de télévision, d'avoir travaillé avec Koupaki, et d'avoir. Et quand je m'arrête à cela, j'ai considéré que si nous avions eu beaucoup de choses en commun, même dans le temps où j'ai été en désaccord avec le pouvoir, nous devrions continuer à nous parler de temps à autre parce qu'il y avait des gens avec lesquels j'ai continué à parler. Mais comme je connais les signes et les gestes, et que j'ai entendu des discours du genre, je voulais le poste de directeur à la communication, la présidence. J'allais le dire, j'attendais que vous chutiez. Donc quand j'ai entendu des histoires de gens, ça m'a fait me marrer. Donc vous n'avez pas tenté d'établir la communication avec lui? Je vais raconter une histoire. Oui. Est-ce que vous avez tenté d'établir la communication avec lui? Non, je n'ai pas trouvé cela utile. Parce que quoi? Je vais tenter de joindre le directeur de la communication à la présidence et on va dire, bon, il est revenu, il a demandé, il me fait des gestes, des mains. Mais là, vous confortez davantage ceux qui estiment que vous le prenez en adversité parce que vous convoitez peut-être son poste. Parce que je suis obligé d'aller vers lui alors que... Vous êtes un excellent communicateur, même un excellent communicant. Et si lui, il est le patron de la communication, vous êtes une arme redoutable dont il pourrait se servir pour atteindre aussi ses objectifs, non? Alors, votre question aurait pu être de savoir pourquoi il ne m'a pas contacté quand il est revenu à la maison. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté quand je suis revenu à la maison pour dire, mon frère, tu as bien fait de venir à la maison, passe me voir et nous allons échanger. Parfois, des gens dont les contacts avec moi n'étaient pas aussi forts, n'étaient pas aussi solides que Wilfried Léandre Roumbédi. Donc pour moi... Qui ont établi la communication quand même. Oui, qui ont établi la communication. Donc vous attendez que lui fasse le premier geste. Moi, je n'ai pas trouvé pertinent d'aller le voir extrait. Je n'ai pas trouvé du tout utile et je n'éprouve pas le besoin. Je pense qu'il est dans son élément... Et il fait bien son boulot, il est avec son équipe, etc. Et tout. Et je n'ai pas besoin de le perturber dans ce qu'il fait. Et je ne pense pas qu'il ait besoin de moi non plus. Donc chacun évolue autour d'un chef et pour la vision du chef de l'État. Et il y a de la preuve que chacun soit utile
Dans son couloir. Dans son couloir. Et donc, je m'en tiens à cela, quoi. Constantin Amoussou, nous allons parler de la tournée du président de la République. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. C'est vrai, il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais finalement, cette tournée, certains pensent que c'est une campagne déguisée pendant que le président, sur le terrain, parle de reddition de comptes. Qu'est-ce que vous pensez de cette activité? Nous sommes à 5 mois des élections. Et aujourd'hui, c'est une vérité de, comment on dit, de la palisse que le chef de l'État se représentera. Il vous a fait des confidences? Il vous a déjà dit ça? Je vous dis, il faut savoir lire les signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais si vous le dites, c'est loin d'être une déclaration banale d'un simple citoyen qui observe ou qui lit des signes. Je suis en mesure de vous dire, non pas de vous révéler une confession, mais de vous dire qu'au regard des éléments que j'ai en ma possession, le chef de l'État sera sur la ligne de départ. Vous pouvez le noter. Sauf cataclysme. Parce que vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Mais par rapport à sa tournée, lorsqu'il circule un peu partout, il a ciblé 54 communes sur les 77, il va au contact des populations, il explique peut-être ses efforts d'assainissement des finances publiques, peut-être il demande pardon à des endroits donnés aux populations, il demande même une certaine médiation de certains sages et têtes couronnées, on va dire notables, pour la réconciliation entre son grand frère, je le cite, Boni Yayi, et lui-même. Vous pensez que cette tournée-là n'est que dans l'ordre des activités d'un président de la République ou d'un futur candidat? Vous regardez, et c'est comme cela l'ambivalence de la vie publique. On a dit de lui pendant 4 ans et demi, il est resté dans les 4 murs de son palais, il n'a pas voulu aller au contact des Béninois. Il peut se raviser, voir que ce n'était pas une bonne chose. Et donc, s'il se met en état de le faire, j'ai pensé qu'on l'applaudirait. À 5 mois des élections. Mais j'ai vu que même les mêmes personnes, c'est-à-dire, alors qu'il faut qu'il renonce à aller dans le Bénin. Alors, les mêmes personnes qui ont dit il n'aime pas les Béninois, il ne veut pas toucher la réalité, le quotidien des Béninois, les mêmes se mettent en état de dire pourquoi le fait-il à 5 mois des élections. Fallait-il le faire à 3 mois, à 2 mois? On a reproché à Boni Yayi d'être constamment en campagne. D'avoir été constamment en campagne durant son mandat. D'avoir été populiste. Tout. On lui a reproché d'être allé jusqu'à inaugurer des robinets dans des maisons. Etc. Et, tout. Et le chef de l'État, sans être allé partout dans le pays tout le temps, a su s'entourer de personnes et mettre à leur disposition des moyens pour que partout dans le Bénin, on sente le pays en train de bouger en chantier. Lorsque vous allez partout dans le Bénin aujourd'hui, quand même, je prends l'exemple de l'eau. L'eau, c'est la vie et toute la vie. On a beau ne pas aimer Patrice Talon pour ce qu'il est en train de réussir à faire dans le secteur de l'eau. Sans distinction, vous avez Glazoué et Savet ne sont pas connus, Savet en particulier, comme des bastions du chef de l'État. Et cependant, le plus grand barrage hydroélectrique, c'est 2000 décimètres cubes de 2000 litres, 2 millions de litres d'eau en termes de débit. Ça, c'est où c'est construit à Savet. Il y a l'autre de l'IFOL qui est en construction à Glazoué. Et lorsque vous allez à Dassa, lorsque vous allez à Savalou par le passé, à la fête de l'igname, les gens pouvaient manger de l'igname pilé, mais ne pas avoir de l'eau. Parce que la nature du sol, c'est quand même... à Colline, on est en territoire Colline. Ça me rappelle un peu Moïse en train de taper dans le rocher et voir l'eau gicler. Aujourd'hui, l'eau gicle. Oui, mais tout ça, il ne fait que jouer le rôle pour lequel il est élu. Exactement. Alors, fait-il mal de jouer le rôle pour lequel il est élu? Fait-il mal quand il a fait ça? Quand il a essayé de faire le raccordement à l'électricité un peu partout sur le territoire? Quand il a mis en œuvre des infrastructures routières partout dans le pays? Fait-il mal d'aller voir si les instructions qu'il a données ont été respectées? Oui, mais la question, c'est... s'il a fini de faire tout ça, et que c'est à 5 mois des élections qu'il descend, est-ce que vous ne trouvez pas que ceux qui estiment que c'est une campagne déguisée, que c'est une façon de tester sa popularité, de voir est-ce que les populations qu'il avait portées au pouvoir continuent encore de le tenir? Je pose la question autrement. Le chef de l'État avait déjà donné son agenda depuis le début. Pendant la campagne, quand on le disait, on le chantait, Agbono, il dit, je ne suis pas encore Agbono, portez-moi au pouvoir, et attendez 4 ans, et vous allez voir si je suis Agbono. Donc 4 ans après, n'est-il pas dans l'agenda pour retourner sur le terrain, pour voir, au regard de ce qu'il a fait, si les gens le porteront en triomphe?
J'ai dit quelque part ce matin sur un plateau que il y a un an et demi, je disais sur des plateaux de télévision que si Patrice Talon osait rentrer dans le village d'Antokpa, les bonnes dames vont se jeter sur lui et le déchiqueter. Je le disais. Je l'ai vu rentrer dans le village d'Antokpa et les bonnes dames criaient Talon 10 ans. Est-ce que ce n'est peut-être pas la faveur de voir de leur vie un chef de l'État que peut-être un chef d'État qui fait du bien pour elle? Il se trouve qu'elles ne l'ont pas déchiqueté. Oui, mais ça ne peut pas arriver avec sa garde rapprochée et tout ça. Ça ne risque pas d'arriver. Mais finalement, lorsque vous voyez la possibilité de lancer des crises hostiles, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est porté en triomphe, c'est ce que vous voulez dire? Je veux dire, en tout cas, peut-être ce n'est pas si... Disons que nous ne sommes pas dans l'enthousiasme de la campagne, donc ce n'est pas encore du grand rassemblement. Oui, mais si un chef d'État descend dans une région où il a servi de l'eau, comme vous venez de le dire, est-ce que la faveur est réelle, non? Vous savez, non? À Malanville, on a vu la faveur. Il a vraiment été accueilli comme on devrait l'espérer? Il n'est pas... D'abord, nous avons les restrictions actuelles liées à la COVID-19 qui sont très fortement extrêmes et tout. Et le chef d'État doit là-dessus donner le bon exemple. Nous ne sommes pas dans l'exemple du trompisme ici, et je veux bien... Il a l'excuse de la Covid, n'est-ce pas? Premièrement. On a l'impression que la Covid-19 lui a donné un coup de pouce. Pour le peu que j'ai pu observer, pour les milieux où il a été, on a des raisons de penser qu'il y a des gens qui le portent déjà en triomphe. Après, c'est des échantillons. On peut passer à la phase réelle, et la phase réelle, c'est les élections, c'est les consultations électorales. Elles viennent très bientôt. Alors, pour finir maintenant sur cette intervention, était-il en test ou en campagne déguisée? Au fond, le chef de l'État est deux personnes. Il est chef de l'État et il est aussi un homme politique, que l'on veuille ou pas. Donc, il pourrait bien être en campagne déguisée. Moi, je dis aussi qu'il pourrait bien être en campagne déguisée et il a le droit d'être en campagne déguisée. Enfin, même pas déguisé. Il a le droit d'être en campagne. Vous savez que cette conversation, elle est numérique, elle est enregistrée. Oui, mais moi, le problème, il a tout à fait le droit. Tout comme vos déclarations antérieures, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Tout est enregistré. Je dis qu'il a tout à fait le droit d'être en campagne déguisée. Campagne déguisée. Alors qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature. S'il vous plaît. Parce que vous avez dit déguisé. Le mot déguisé était assez nuancé pour dire il évite de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans le même temps, il y a d'autres personnes qui sont en tournée ou qui, bon, eux, ils nomment leur tournée dialogue itinérant, etc. Et on leur envoie des forces de l'ordre pour les empêcher peut-être d'utiliser tel espace ou tel autre. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour éviter de leur permettre de faire une campagne déguisée? Moi, j'ai vu... Je parle du professeur Joël Aïvo. Le professeur Joël Aïvo, vous savez que c'est mon ami. Oui, bien sûr. Voilà, c'est mon ami, il était mon ami, il devait rester. Justement. Non, pas de tout le monde. Il y a des gens en politique dont je ne suis pas l'ami, y compris des gens qui sont au gouvernement et dont je ne dirais pas autant. Bien sûr, oui. Je ne vais pas citer de nom. Bref. Donc, il y a des gens dont je ne suis pas l'ami. Alors, donc, Joël Aïvo, je l'ai vu se déployer, il a beaucoup bougé. Alors, si vous avez bougé... C'est estime que c'est lui qui a stimulé le chef de l'État à sortir de son palais. Vous voulez que je commence ça? Vous voulez que je commence là? Le chef de l'État, il y a 4 ans, disait que lui, il attendait 4 ans pour être porté en triomphe. C'est Joël Aïvo qui avait stimulé ça. Joël n'a pas cette prétention non plus. Mais nous sommes dans la période de la campagne électorale, la pré-campagne électorale, et il est normal que ce genre de propos anime, disons, c'est de l'animation de la vie publique qu'il s'agit. Ce genre d'attaque, d'accrochage apporte du piquant dans la vie publique. Et je crois que les hommes de Joël Aïvo sont dans leur rôle en disant que Joël Aïvo, ayant dit ceci, avait estimé le chef de l'État fait ceci, comme si le chef de l'État pouvait ne plus aller voir ses compatriotes jusqu'aux élections. Il aura, de mon point de vue, tort de n'être pas allé les voir et même de rester chez lui à Cotonou et de voir la campagne se dérouler, surtout si éventuellement il était candidat. Et comme je vous dis, aujourd'hui, au regard des éléments dont je dispose, il sera candidat à sa propre succession. Est-ce que vous, en tant qu'un homme averti du monde politique et de la communication aussi, vous dites jusqu'à présent qu'effectivement sa popularité a été confirmée? Moi, je ne vais pas vite en besogne. D'accord. La grande échéance pour vérifier tout ça, ce sont les consultations électorales, dont le chef de l'État a redit. Je ne sais pas si... Mais déjà, lorsque vous avez vu des jeunes de Tchaourou manifester, ne pas lui permettre de revenir, est-ce que ce ne sont pas des indicateurs suffisamment parlants? Vous avez dit Tchaourou qui est une commune parmi 77. Et vous avez oublié de mentionner aussi qu'à Tchaourou, il est rentré, il a fait son activité, il est parti et tout.
même si l'on considère que c'était hyper sécurisé tout le reste. Il est allé à Kaourou, ça fait partie des communes par lesquelles il a commencé. Oui. Et il s'est entretenu avec des personnes qui ont le pouvoir. Donc vous évitez de donner une sentence. Des personnes qui ont le pouvoir de communiquer avec la population et peut-être d'induire les choix qui vont être opérés. Ce en quoi je n'aime pas me mêler, c'est le combat de personnes entre Patrice Talon et Boni Yayi. Cela ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est peut-être pour des raisons que vous et moi nous ne connaissons pas. En revanche, nous avions eu un président de la République hier qui s'appelait Boni Yayi, Oui. qui allait inaugurer les robinets, etc. et tout, et qu'il a fait pendant 10 ans. Il a eu son temps. C'était lui, dans son temps. C'était lui. Ouais, c'était lui. Mais là, ce n'est plus lui. Et si c'est quelqu'un aujourd'hui, au fond, c'est Patrice Talon. Il est président de la République du Bénin. Il a le loisir d'aller où qu'il le plaise au Bénin. Oui. Et il aura des partisans comme il aura des gens qui ne le soutiennent pas. Mais hier, si vous étiez oui, dans son entourage immédiat, oui, je parle de Patrice Talon, oui, lui auriez-vous dit à l'heure où nous parlons, oui, monsieur le président de la République, franchement, vos populations continuent de vous porter dans le cœur. Tout de suite. moi, Une évaluation à moi, mi-chemin. la lecture que je fais globalement, Oui. c'est que le chef de l'État a évalué le mandat qu'il avait et globalement, il était arrivé à la conclusion que s'il devait passer par tous les conciliables habituels, il risquait de finir son mandat sans atteindre ses résultats. Et donc, globalement, il a dit des méthodes qui ne pouvaient pas paraître très, très pédagogiques. Il est là pour aller vite, il est allé fort. Et parce qu'il est allé fort, il y a eu un grand moment d'incompréhension. Mais après des élections communales dernières, Oui. on a senti un retour de l'opinion de plus en plus favorable au chef de l'État. Et aujourd'hui, sur les indicateurs que j'ai, je pense que Patrice Talon est plus populaire en 2020 qu'il ne l'était en 2019 et qu'il ne l'était en 2018. Ça suffit pour que 2021 soit son année, comme on le dit généralement? Non, ça suffit peut-être. Ça ne suffit pas. pas. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, vous êtes chef de l'État, vous avez gouverné pendant 5 ans. Oui. On veut savoir si vous avez été un bon président ou pas pour déposer votre candidature. Et donc, ne serait-ce que pour ça, parce que être candidat, ce n'est pas être élu forcément, ne serait-ce que pour ça, il peut être important pour lui de voir à quel point il a été apprécié. S'il arrivait à récolter plus de 25%, cela signifie déjà qu'il est plus populaire, il aura été plus populaire qu'il l'était en 2016. Mais sa candidature-là, oui, si elle intervenait, est-ce que ça ne vous dérangerait pas du moment où lui-même l'avait dit je vais montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Et il a dit, en voulant entamer cette phrase-là, il dit je voudrais que tout le monde soit sûr et certain d'une chose. Je le cite, si par extraordinaire, cette réforme, le mandat unique, si elle ne passait pas, dans tous les cas et à titre personnel, moi, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire le job en 5 ans? Non, le chef de l'État aura pu dire à Savert, à Kaourou, je crois, je me suis rendu compte que 5 ans, c'était peu, ce n'était pas suffisant pour faire le job. Donc c'était une parole d'un néophyte politique. Il a fini de résoudre cette question. Je dis le discours que l'on tient et l'action que l'on fait, parfois peut vous amener à découvrir des choses que vous ignoriez. Mais ça ne va pas faire effriter la confiance que les populations ont en nos hommes politiques. Lorsque les hommes politiques viennent tenir un discours et que les populations y croient. Ce qui est bon aujourd'hui, plus que tout, c'est que quand vous tenez un discours, n'importe lequel, il est enregistré, il est là, il peut vous être joué. Ça devient votre conscience, ça vous poursuit. Tout à fait, tout à fait. Il n'empêche que vos choix soient différents et que les populations aient à l'occasion le courage et peut-être même l'occasion de faire leur propre religion à votre sujet, peut-être de vous accompagner ou ne pas vous accompagner. Elles peuvent vous comprendre. Parce que vous-même, si vous consultez votre vie, votre parcours, vos choix, il n'est pas évident que vous n'ayez jamais révisé votre point de vue sur une question, quelle qu'elle soit. Mais là, on parle d'un président de la République. Oui, alors le président de la République, c'est qui? Le président de la République, je vais vous dire la vérité. Oui. Au moment où il parlait, il n'était plus un candidat, il n'était plus un aspirant, il était déjà au pouvoir. On a souvent pensé qu'un président de la République était un dieu. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été qu'un humain. Et tous les humains ont cela de commun qui se trompent. Errare humanum est. Se tromper est le propre de l'homme.
Dans ce cas, Constantin Moussou, que vaut alors un projet de société si un candidat dit « Moi, je vous promets un mandat unique » et après dit « J'aviserai ». Qu'est-ce que ça vaut, un projet de société dans ce cas? Le projet de société, ce n'est pas Doit-on transformer en la norme la phrase, les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient, ça devient la norme? L'idéal pour le chef de l'État, vu par lui-même, aurait été qu'il ne se redonne pas. Je pense que tout le temps, ça a été toujours son rêve, ça a été son choix. Ça a été son projet, ça a été son obsession de ne faire qu'un mandat unique. Mais il y a eu deux facteurs essentiels. Il y a eu d'abord l'échec non imaginé par lui. Et c'est aussi la preuve qu'il n'avait pas le don d'omniscience. Donc, l'échec de la réforme du mandat unique, qu'on veuille ou pas, même quand le chef de l'État pouvait dire... dans laquelle il a dit... Oui, je vous dis ça. C'est-à-dire que le chef de l'État dit, vous l'avez rappelé, même si pas extraordinaire, le projet de mandat unique arrivait, cette réforme arrivait à échouer, je fais à titre personnel le mandat unique pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. Ça, il a dit, c'est un discours, il est pensé, il vient du fond du cœur. Mais il faut aussi observer que la posture de l'acteur politique, c'est tenir un discours en envisageant les éventualités. Mais quand l'éventualité se présente, comme on dit souvent, celui qui... a vu la face de l'Union, ceux qui ont vu le derrière de l'Union n'ont pas vu la même chose, n'ont pas vu le même côté de l'Union, etc. Et donc, quand la situation qu'il n'imaginait pas, il a appelé extraordinaire. Il a appelé extraordinaire. La situation qu'il n'imaginait pas, qu'il pensait qu'il excluait quasiment, mais il excluait. Mais il dit, bon, quand cela n'était plus, c'est une élection, il faut que je l'imagine. Quand cela se produit, vous imaginez qu'en ce moment-là, dans son esprit, il y a une série de faits, d'événements, de réflexions qui se mènent. Et l'aboutissement de tout cela, c'est justement la nécessité dans laquelle il peut se retrouver d'échanger la perception qu'il avait. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième? Oui, alors le deuxième facteur dans tout cela, c'est le discours que lui porte lui-même à un moment donné, disant que je reste ou pas, cela dépendra aussi de ma satisfaction personnelle par rapport à la réalisation de mon programme, etc. Et aujourd'hui, si le chef de l'État peut vouloir un second mandat, c'est aussi qu'il peut être arrivé à la conclusion que tout ce qu'il a souhaité faire n'a pas pu se prendre dans le bon rythme. Même en 10 ans, il ne peut pas tout faire, non? Non, on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Son œuvre doit continuer. Et vous ne verrez pas Patrice Talon. En tout ans, cas, moi, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas venir dans 5 ans pour dire je veux un troisième mandat. Oui, on est peut-être d'accord dessus, mais voilà. Est-ce que l'argument selon lequel on n'a pas tout fait, est-ce que ce n'est pas tout fait? C'est tout de quoi? C'est tout de quoi? C'est pas tout ce qu'il aurait, c'est tout de ce qui est contenu dans le programme d'action du gouvernement 2005 et 2016-2021. D'accord. Encore il y a un deuxième piège qui va se prester tout. Donc ce qui est essentiel, aujourd'hui, c'est de voir, parce que moi je ne serais pas surpris que le chef de l'État soit élu et que peut-être il veuille partir avant la fin de son mandat. Je ne serais pas surpris. Je ne dis pas qu'il ferait cela. Mais vous avez vu que dans les réformes, il y a eu un poste de vice-président. Bien sûr. Dont on a dit que lorsque le chef de l'État démissionne, c'est l'équipe et tout. Donc ça peut être un moyen pour le chef de l'État, quand il a senti la menace après l'échec de la réforme du mandat unique, ça peut être son moyen de dire, quand cela ne tienne, il faut que je prépare ma situation. Dans ce cas, peut-être je fais 2 ans, 3 ans en plus. Donc je ne fais pas exactement 2 mandats, je fais un mandat et demi. Donc je suis à mi-chemin entre le mandat unique et le double mandat, etc. Finalement, dans son entourage, il n'y a personne pour continuer le job, même si en temps, c'est pour ça que c'est pour cela. Ben, le chef de l'État n'est pas inéligible. Donc s'il n'est pas inéligible, pourquoi voudra-t-on? Si dans son entourage, c'est-à-dire le Bloc républicain, qui est l'un des 2 partis politiques, le soutenant, et dont l'un des membres influents, le secrétaire général, est perçu comme présidentiable, bien sûr, a désigné le chef de l'État comme candidat. Ça veut dire que ce bloc n'a pas estimé qu'il y avait quelqu'un de mieux qualifié que le chef de l'État. Mais est-ce que le chef de l'État... Avec sa candidature probable, est-ce qu'on n'a pas, au vu des éléments qu'on a sur le terrain, Bloc républicain qui dit le porter comme son candidat, et peut-être l'Union progressiste qui n'a pas encore dit son mot officiellement, mais qui arrivera aussi peut-être à dire, bon, nous soutenons cette candidature-là. Est-ce que l'ambition ou l'objectif qui se cachait derrière la réforme du système partisan n'a pas du tout été atteint dans ce cas, étant donné qu'on voulait des partis autonomes, des partis très forts, et au sein de
l'Union progressiste, il y a votre ex-mentor, peut-être, si je dis ex, pas mesure de précaution, Pascal Irénée Koupaki, présidentiable. Au niveau du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, présidentiable. Il y en a peut-être d'autres qui aimeraient faire leur première expérience. Votre ami Luc Atropo, peut-être on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que Patrice Talon n'apparaît pas comme un poison politique pour ces gens-là, si éventuellement ils revenaient? Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces personnes portent Patrice Talon comme candidat. Et en leur âme et conscience, sincèrement, ou non, juste par crainte de ne pas... Non, écoutez, sont des gens assez responsables. Vous voyez, assez responsables. Et savez-vous, dans la vie, il faut savoir écouter son destin. Si le destin de l'un quelconque de ces hommes était de devenir président de la République, ça ne dépend pas de Patrice Talon. Ça ne dépend peut-être pas toujours de ma volonté, de votre volonté, etc. Et tout. Ça peut, même lorsque rien n'aura été prévu à cet effet et que rien n'aura été fait dans ce sens, des concours de circonstances peuvent se produire et favoriser leur avènement au pouvoir. Je considère que ces personnes ont été capables de lire. Parce qu'en 2006, Biotchane n'a pas attendu quelqu'un pour se présenter comme candidat. En 2011, il n'a pas attendu quelqu'un. En 2016, il n'a pas entendu quelqu'un. Donc, il faut juste... Donc, 2006, donc 2011, on va de 2011. Dès ce moment-là, il faut considérer qu'il sait ce qui est bon pour lui. Il sait... Il peut penser qu'il est plus... Il pourrait penser qu'il est mieux pour lui de maintenir un poste ministériel influent. Sachant que c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Oui, parce que être président de la République, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Si vous êtes en harmonie avec le président de la République et que vous êtes en état de mettre en œuvre l'action, Biotchane est placé à une position centrale où il a une vue panoramique sur ce qui se fait. Donc, il est un des architectes, quoi que l'on dise, de ce qui se fait. Être commandant et être collaborateur du commandant, ce n'est pas toujours la même chose. Ben, il reste que ça ne dépend pas de Patrice Talon. Il peut se déclarer candidat. Encore que certaines indiscrétions font état de ce que ce n'est toujours pas la lune de miel entre les deux hommes. Hein. Ah bon, moi je ne sais pas. Mais Biotchane a le loisir de se déclarer candidat. S'il se déclare candidat et qu'il a le parrainage nécessaire, il se présentera. D'accord. Koupaki a le loisir. Koupaki est malheureusement frappé par le critère d'âge désormais, parce qu'avec le décalage, il y a eu deux décalages qui sont intervenus dans la réforme constitutionnelle. Un premier point qui indique que le candidat à la présidentielle doit être âgé de 70 ans au plus à la date de prestation de serment, donc de pose de fonction. Bien sûr. Et ensuite, la date de pose de fonction s'est retrouvée en juin désormais, ce n'est plus en avril. En avril. Donc, Koupaki aura bouclé 70 ans à la mi-mai. D'accord. Donc, et votre ami aussi, le maire Luc Atropo. Le maire Luc Atropo n'a pas cette ambition immédiatement. Il peut l'avoir demain légitimement. J'ai beaucoup d'amis qui peuvent avoir des ambitions. Même moi, je peux avoir des ambitions demain. Donc, Luc Atropo, j'ai plein de gens qui ont de mérite. Hein. Olivier Bokor, il a du mérite. Il est un des plus fidèles du chef de l'État. Voilà, non. Mais voilà quelqu'un que je n'attendais pas que vous puissiez prononcer aujourd'hui. Oui, moi j'appelle. Parce que quand vous parlez de ceux qui... Quand vous parlez de ceux qui... Quand vous parlez de ceux qui ont le mérite nécessaire pour succéder au chef de l'État, il serait hypocrite de ne pas citer certains noms. Si vous avez cité Luc Atropo, vous avez cité quelqu'un comme Biotchane, Koupaki, que vous pensez peut-être, vous devrez penser à Diabenou, vous devrez penser à Olivier Bokor, que certains appellent déjà vice-président. Non, certains même ont pensé que la réforme du système partisan visait à le mettre comme au poste de vice-président. La vérité que j'essaie de lire en l'observant, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est très porté vers ce genre de fonction. Il préfère être celui qui sert sans se mettre en vedette. Il est très discret. Il faisait partie de ceux que je qualifiais de gens discrets qui ne veulent pas beaucoup se faire voir. Voilà. Donc, de ce point de vue, quand Patrice Talon sera sur le point de parti, tout le monde sera qualifié pour entrer dans la compétition. Y compris vous, si vous avez payé 40 ans à l'époque. D'accord. Constantin Moussou, nous avons fini, mais avant, nous allons reparler un peu de votre ami, le maire Luc Atropo. Sur votre discussion, il y a eu certainement des promesses. Aujourd'hui, les maires, c'est vrai qu'il a eu un début de mandat un peu difficile. Finalement, est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que les promesses d'entre-temps, est-ce qu'il les a... Alors, nous avons dit que nous allons travailler ensemble. Travailler ensemble, c'était d'abord pour la campagne, déjà. Travailler ensemble, mais s'il est élu et que je suis
j'estime que je peux être utile et lui de même sur des questions, ça se fera. Le maire, il a été là, comme vous savez. Le maire et moi, nous sommes en contact permanent et j'ai des raisons de penser que quand lui et moi, nous pensons qu'une chose est bonne pour lui et pour moi et pour Cotonou, nous le ferions en temps utile. Ce que je peux vous dire, c'est que il ne serait pas bien séant pour moi d'aller voir le maire en ce moment et de lui dire bon, les choses dont nous avions parlé, c'est comment, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu fais pour moi, etc. Non, moi je ne suis pas obsédé par les postes. Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas intéressé par les postes. Et pour vous dire la vérité, je ne suis intéressé par rien du tout. J'aime être un serviteur inutile. Vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure d'un chantier. Oui. Une maison que je construis depuis 6 ans. Les gens, je ne sais pas, hein, les gens ont été... Pourtant, je n'ai pas caché ça. J'ai mis ma plaque dessus depuis 6 ans. La plaque est là. Constantin Amoussou écrivain depuis 6 ans. Les gens n'aiment pas être... Voilà. Donc, alors, si... Moi, je n'ai pas les situations de suspicion, etc. et tout. Les gens seraient disposés à dire, ouais, il a été nommé à la mairie. Moi, le point médium est Egba Singo, etc. et tout. Les gens disent à des proches à moi, viens voir Constantin, la maison qu'il est en train de réaliser, c'est R+3, R+2, etc. et tout. Pourtant, ma maison est bien plus modeste. C'est vrai que j'ai du goût, ça c'est une vérité. Et que je mets beaucoup de soins à ce qu'elle soit plaisante et qu'elle ressemble à une maison, en tout cas pour une personne qui est du goût. Oui. Et c'est l'une des choses que je suis fier d'avoir réussi à faire. Là-dessus, j'ai aimé la pédagogie du chef d'État sur le serrage de ceinture. Parce qu'il est arrivé des moments où, sur ce chantier, j'ai éprouvé d'énormes difficultés, parfois de famille où j'ai dit à mes enfants, à mon épouse, comprenez-moi, c'est ce temps-ci, je ne voudrais pas rentrer en 2021. Ça fait 5 ans, 6 ans que je dis ça. Je ne voudrais pas avoir, en fait, je me disais, je ne voulais pas avoir l'âge de 40 ans et me retrouver toujours en location. Et donc, c'était un chantier sur lequel je travaillais depuis. J'ai même vendu une ferme, des choses que je ne voulais pas dire ici, etc. et tout, pour pouvoir évoluer par rapport au chantier, etc. et tout. Donc, quand ça chauffait, je les amenais sur le chantier pour qu'ils voient à quel point on était arrivé. Et ils se disent, ah, ça vaut la peine de continuer à serrer la ceinture. Voyez-vous? Alors, je n'ai pas envie qu'ils serrent la ceinture en 2021. Il faut qu'on desserre la ceinture. Qu'on desserre la ceinture. Et pour moi, c'est une raison pour laquelle je me sacrifie, avec eux-mêmes, je sacrifie. Et je considère que c'est ingrat quand tu vas faire tout cela, que tu deviens, je ne sais pas quoi, directeur de cabinet ou secrétaire général ou je ne sais pas trop quoi à la mairie de Cotonou. On dit, bon voilà, éphémère, c'est quoi, ou Dogba, etc. et tout. Alors parlons justement de Luc Atropo, depuis son retour. Sauf si, mais là, ça ne veut pas dire quand les choses ne m'intéressent pas. Oui. Ça ne veut pas dire que si on me convainc que j'ai intérêt à le faire, je le ferai. Donc, ce n'est pas exclu. Donc voilà, ce n'est pas exclu. Je vais juste dire que je ne suis pas obsédé par les nominations, par les fonctions, etc. Et tout. Mais en revanche, je vais vous dire que je suis obsédé par les élections. J'aime bien être candidat. J'aime bien être en compétition. Moi, je suis élu ou bien concours même. C'est tout ce qui est concours. Oui, d'accord. Toute ma vie, c'est des concours. D'accord. Concours d'entrée dans une école, concours pour être le meilleur, en littérature, en social, tout, concours. Ma vie, c'est les concours. J'adore les concours, les compétitions, etc. Tout. Donc, si moi, j'avais une réclamation, une revendication à faire, c'est peut-être attendre d'être en liste en 2023 pour les élections législatives, et tout. Ou peut-être après les élections communales, etc. Et tout. Donc, j'ai ces ambitions-là. Je les ai avant même que Patrice Talon arrive. Elles n'ont pas changé. Depuis que j'ai eu l'âge d'être éligible, j'ai eu envie d'être candidat à toutes les élections auxquelles j'étais éligible. Parce que je vais être utile à ma communauté à la base. Ouais. Constantin Amoussou, merci d'avoir été là. Nous allons quand même vous laisser dire votre dernier mot. Et sur cette conclusion, je voudrais que vous puissiez aussi opiner sur ce que je vais dire là. En plus d'une heure d'émission, vous êtes resté un homme normal, entre griffes, quelqu'un de presque très contrôlable, ce qui n'est pas de votre nature. Je vous ai déjà reçu à plusieurs reprises sur la Béninoise TV, après sur Télé. Je sais quelle est votre fougue lorsque vous attaquez. Est-ce que l'exercice qui consiste à défendre un pouvoir n'est pas plus pénible que celui d'attaquer? Bon, moi, je ne sais pas si les états d'esprit, les états d'expression ont évolué ou ont changé dans une posture ou dans l'autre. Votre verbe va baisser en intensité. Oui, bon, voilà. Mais ça, il faut savoir. J'accompagne un gouvernement, un chef de l'État, qui lui-même est dans la modestie
Je ne sais pas pourquoi je devrais en rajouter par une sorte d'hyperbole, comme a pu faire un ami à moi tout récemment, dont je considère qu'il faut être dans la mesure. C'est probablement de cela que ça tient. Ensuite, vous savez, oui, l'art est généralement plus difficile que la critique. C'est une chose, il faut l'avoir à l'esprit constamment pour dire et finir là-dessus que, en revanche, je garde la même sagacité sur certaines questions et parfois, il y a les milieux dans lesquels je pose certaines problématiques avec la même intensité que vous m'avez connu publiquement. Mais ici, je n'ai pas à l'esprit de vous porter, non pas en victime, déjà que vous n'êtes pas des contradicteurs. Tout à fait. Vous êtes des journalistes qui êtes dans votre métier, dans votre boulot que vous faites d'ailleurs si bien. Merci. Je dois vous féliciter l'ensemble des animateurs et des promoteurs de cette télévision qui fait un travail si merveilleux. Et dire avant de finir que pour moi, c'est quand même beaucoup de joie pour ces derniers mois, ces 2 derniers d'ailleurs, d'avoir vu mon ami le maire Luc Atrepo revenir au Bécaye, debout au soleil sur ses 2 pieds. Et je l'ai revu souvent ces dernières semaines. Il n'a pas encore repris service jusqu'à présent, mais il reprendra bientôt. Et je voudrais pouvoir rassurer les Cotonois que leur maire se porte très bien et qu'il n'a rien perdu de sa vivacité et de son ambition pour Cotonou. Et je voudrais pouvoir prendre avec eux le pari que bientôt, le soleil qui s'est levé sur Cotonou va balayer chacune de nos maisons, je vais dire de notre voisinage, chacun de nos voisinages, de sorte que l'on sente qu'il y a une autorité nouvelle qui a pris place et qui, d'ailleurs cela se ressent petit à petit, et qui a changé de cap dans la façon de gouverner localement nos différentes communes. Cotonou, en tant que phare de Bénin, avait besoin d'un maire expérimenté, d'un maire de vision et d'une personne attentive, à l'écoute de toutes sortes de compétences. Et c'est ce qu'il a de plus beau chez Luc. Ce n'est pas que d'être un homme d'expérience, c'est aussi d'être un homme d'écoute. Il est à l'écoute de toutes les personnes qui ont les compétences pour construire Cotonou, et Cotonou va se métamorphoser, vous le verrez. C'est donc ce pari que je voudrais faire pour finir et dire aux téléspectateurs que ça a été pour moi un réel plaisir d'avoir repris contact avec eux, parce que je ressens un peu de ce que je peux appeler une certaine retraite. Disons, en émission, retraite politique presque, pourrais-je dire. Mais après, j'avais bien le devoir aussi de cultiver mon jardin et je me suis un peu occupé à cela ces derniers mois. Mais on rentre dans un temps qui est dans un temps de pré-campagne. J'ai bien l'intention de montrer de plus en plus actif. D'accord. Dimanche, tout est permis. C'est tout pour aujourd'hui. J'étais avec Gilles-Christ Tchidi. Nous avons reçu pour vous Constantin Amoussou. Avec nous, il a fait le tour de l'actualité socio-politique. Merci d'avoir été là et à la prochaine.